Pourquoi faire 85 quand 75, ça devient un standard? Mieux d'y aller avec ça. Puis si tu fais du maraîchage mécanisé, chez nous, c'est souvent des planches beaucoup plus larges, ceux qui ont des tracteurs, ben, ça va aller avec tes équipements que tu vas mettre. Fait que nous autres, nos équipements sont standardisés à cette largeur-là. Fait qu'on travaille avec 65. Ça va? C'était quoi le rouleau qu'il y avait en main? C'est un rouleau plombeur. D'accord. Ouais. On va les voir tantôt, ces équipements-là. Une des choses que j'ai toujours aimé de ces largeurs de planches-là, c'est qu'on peut les enjamber facilement. Et ça fait une différence parce que tu ne veux pas piler dedans, parce que tu as des cultures. Puis des fois, ben, il faut passer d'une à l'autre, on se déplace. Et s'il faut faire le tour de la planche parce que tu n'es pas capable de l'enjamber, ben, c'est une perte de temps. Mais aussi, il y a beaucoup des récoltes que moi je fais comme ça. Donc, je peux m'accroupir, je peux me pencher et récolter. Ou quand on est dans les allées, comment vous les appelez ici? Les passe-pieds? Les sentiers, quoi? Les allées, sentiers, passe-pieds. Ben, quand on récolte au milieu de la planche, ben, on n'est pas en hyper-extension, on est confortable. C'est important parce que, je vous l'ai dit, la récolte, c'est la moitié du travail. Fait que pour moi, ce souci-là, il est considérable. Puis aussi, si je reviens en arrière, pourquoi pas 12, je sais pas moi, 30 cm les allées? Ben, tu sais, si on le voit, là, ça ne marche plus, là, sinon. Tu ne peux plus circuler avec des brouettes. Fait que tu pourrais être encore plus intensif si tu diminuais tes allées, sauf que là, tu serais moins confortable. Fait que c'est un équilibre à avoir. Les maraîchers parisiens qui travaillaient au 19e siècle, eux, c'était vraiment étroit. Puis ils ne pouvaient pas passer avec des brouettes. Fait qu'ils mettaient le compost sur leur dos, puis là, ils déposaient le compost comme ça. Fait que, il faut que, à un moment donné, tu te dises, c'est-tu comme ça que je veux travailler ou pas? Fait que ça, c'est pas nécessairement un standard, mais quand même. Moi, je pense que vous êtes mieux d'aller avec ça qu'avec d'autres choses. L'autre chose, c'est qu'on a remplacé chez nous le tracteur par le motoculteur commercial. Puis lui, ben, il est vraiment mieux dimensionné pour travailler sur des surfaces comme 75 que des surfaces comme, je sais pas, moi, 120 ou 110 ou moins de 75. Il est bien dimensionné pour ça. Et pour travailler en planche permanente, c'est quant à moi vraiment l'outil par excellence. Quand nous, on l'a acheté, notre motoculteur, moi, j'en avais jamais vu un. On n'était pas dans le petit, on n'avait pas l'Internet, puis j'en avais jamais vu un. Fait que je l'ai acheté, puis c'était un acte de foi, comme je dis, mais en même temps, c'est un choix que j'ai jamais regretté. C'est vraiment des bonnes machines, ça. Là, je commence à en avoir vu beaucoup, des motoculteurs, puis je me rends compte qu'il y a des nuances à apporter. Parce que c'est pas tous les motoculteurs commerciaux qui ont les mêmes avantages. Comme celui-là, par exemple, il est italien, BCS. Le manchon, il est réversible. Donc, tu peux bouger le manchon pour avoir l'outil en arrière ou en avant. Puis, pour certains équipements, ça fait une grosse différence, ça. Ça, c'est une tondeuse à fléau. Donc, on va regarder pourquoi elle est importante dans notre système, mais elle, il faut qu'elle soit en avant. Puis, l'outil de travail de sol, lui, il faut qu'il soit en arrière. Il faut que ton manchon, tu puisses le décaler pour ne pas piler dans ta planche que tu viens de préparer. Fait qu'il y a des considérations à ce niveau-là. Mais c'était aussi une réalité économique pour nous, parce que quand on a acheté cet équipement-là, neuf, avec les deux outils, on a payé 8 500 en 2005. Puis quand je regardais pour des herses, ça c'est une herse rotative, donc la herse, ça fonctionne avec les dents qui fonctionnent sur le sens horizontal. Ben, je m'en sortais pas en bas de 30 000 quand j'avais fait l'analyse. Tu sais, il y avait une grosse... Moi, je voulais du neuf. Moi, travailler avec des vieux équipements qui sont brisés tout le temps, c'était pas ça que je voulais. Je voulais travailler avec du neuf, quelque chose de fiable, quelque chose que quand c'est le temps d'utiliser l'outil, c'est sûr que l'outil marche. C'est là, s'il faut que je le répare à chaque fois que j'en ai besoin, c'est pas ce que je voulais. Fait qu'il y avait une réalité économique, mais c'est un bon choix, c'est un bon fit, comme on dit. Ça va? Justement, tu dis que les outils que tu as achetés il y a 8 ans, là, celle-là, elle est fiable, mais de plus en plus, des nouveaux produits sont plus fiables. Et du coup, c'est quoi cette marque? Tu as quelques marques?
tu peux dire celle-là, elle Ouais. va durer 10 ans? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas faire une généralité, mais les outils italiens, tous ceux que j'ai vus, sont super bons. Comme si eux autres, il y avait encore des standards de qualité. C'est pas fait en Chine. En fait, je pense que la grosse, si on veut généraliser, quand c'est fait en Chine, c'est habituellement pas super bon. Ça, c'est fait en Italie. Tous les petits équipements qui viennent en arrière, c'est des petites compagnies qui vendent ça accessible pour BCS ou Griot ou d'autres marques comme ça. Fait que, non, vraiment, là, à chaque fois, je sens que c'est du top. Ça va me durer très, très longtemps. La motoculteur, là, ça va faire 10 ans qu'on utilise un, puis écoute, c'est encore aussi bon que quand je l'ai acheté. Le moteur, c'est un moteur Honda. Tu sais, ça se remplace, tout le monde est capable de démarrer ça. C'est des bons moteurs. Fait que, ouais. Fait que rapidement, dans une première année, oui, question? Pas tout le détail sur le motoculteur, genre, enfin important, la puissance, la taille, choses. Ben, on va en parler plus du motoculteur plus tard. Fait que, on regardera. Là, ce que je veux, c'est vraiment mettre le système un peu en place. La planche permanente, les outils de travail de sol, les serres. Ça, c'est l'autre affaire vraiment importante parce que notre saison est courte au Québec. Fait que je veux quand même prolonger ma saison le plus possible. Donc, rapidement, on a monté une serre pépinière, puis on avait 2 tunnels. Donc, les tunnels, c'était pour faire du mesclun au début, des cultures, des solénacées en été, puis du mesclun à l'automne. Puis aujourd'hui, je les ai remplacés, les 2 tunnels, par une plus grosse serre. Ça, c'est un investissement qu'on a fait il y a quelques années. Là, les banquiers étaient contents. Mais, tu sais, ça aussi, je juge que c'est vraiment important d'avoir beaucoup de cultures sous abri parce que la qualité, le prolongement de la saison, puis si on veut contrôler certains insectes, c'est bénéfique aussi d'avoir des tunnels. Et vous, vous commencez à avoir en moyenne des gelées à quel moment en fin de saison? Octobre. Début octobre déjà? Ouais. Première gelée, habituellement, ça va être 10-15 octobre. Puis là, quand on a un moins 8, là, ça marque un peu la fin de la saison normale. D'habitude, ça arrive fin octobre, début novembre. Décembre, là, les températures commencent à être sous zéro tout le temps. Noël, puis là, ça réchauffe au mois de mars. Là, la neige fond. Puis le dernier gel chez nous, il est mi-mai. Mais souvent, on a déjà des cultures en champ depuis longtemps. On essaie de forcer au printemps, puis là, on combat le gel. Je vois qu'en voiture de parcelle, tu as mis des piquets assez hauts, c'est pour mettre des filets brise-vent. Tu as des problèmes avec du gibier autour? Oui, ça c'est une des erreurs qu'on a fait. Ça c'est le champ à l'ouest de chez nous, il y a un grand vent qui souffle, c'est une prairie, fait que le vent arrivait vite, fait que là on voulait mettre un brise-vent. Donc on avait comme idée de mettre des vignes, parce que ça serait beau. Souvent quand on veut faire des choses pour que ça soit beau, il y a souvent... on avait mis des grandes poutres comme ça nous a coûté cher, puis on avait mis une clôture, puis on avait mis des vignes, mais on est entouré de vignobles chez nous. On est sur la route des vins. Donc, il y a un insecte qui s'appelle le scarabée japonais qui vient et qui mange les feuilles de vigne. Fait qu'après 4 ans, nos vignes étaient encore inexistantes. Fait qu'on a tout arraché ça, puis là, on a planté des arbres aujourd'hui. Sur la photo, ce que je veux vous montrer, c'est que là, on travaille en planche permanente. On a configuré la ferme aussi pour que chaque planche ait la même longueur. Donc, ils ont toutes 30 mètres de long. Ça, c'est vraiment une autre clé vraiment très importante parce que en faisant ça de la sorte, ça fait que tous nos matériels comme les voiles thermiques, les filets anti-insectes, les lignes d'irrigation, le goutte à goutte, tout est standardisé. Fait que le matériel devient polyvalent. Ça, s'il y en a qui travaillent, parmi vous qui travaillent d'une façon différente, vous savez que c'est beaucoup de gestion d'aller chercher les bâches à bonne longueur, etc. Fait que là, c'est un souci qu'on élimine. On se dit tout à la même longueur, on standardise. Puis ça a fait que la planche est devenue une unité de mesure pour nous. Donc, la planche de 30 mètres, on sait combien de têtes de brocolis rentrent là-dedans. Et vu qu'on fait plusieurs calculs de rentabilité, les espacements, la fertilisation, mais la planche est venue remplacer les rendements à l'hectare qui nous disaient absolument jamais rien à chaque fois. Donc là, on sait, par exemple, que quand on fertilise avec 6 brouettes de compost par planche. On ne fait pas les calculs à chaque fois.
Et parfois, il y a plusieurs légumes sur une même planche. Ça arrive, mais c'est pas ça qu'on veut. Par exemple, moi, je pense que j'ai commencé cette année-ci. Donc, si je veux... Là, moi, ça m'arrangeait bien de faire des planches de 40 mètres. Mais par exemple, les radis, en fait, j'avais bien assez avec 10 mètres. Ouais. Donc, c'est un peu le jeu de... Une des raisons pourquoi on a voulu standardiser les longueurs de planche et d'avoir juste un légume sur la planche, c'est que c'est une régiculture en soi. Donc, si tu as des radis et des brocolis, puis tu as besoin de mettre des filets juste sur tes radis, donc là, tu vas te ramasser avec des demi-filets, puis une culture qui a besoin de l'eau, mais pas l'autre. C'est que là, ton irrigation, tu ne peux plus avoir standardisé ta ligne. Il faut que tu ailles arroser juste le début. S'il faut que tu mettes un biopesticide, ben là, c'est pas la même régie. Fait que c'est un peu pour ça que nous autres, on va dire, par exemple, on va essayer qu'une planche de radis, ça te donne assez de radis, puis au pire, tu vas faire 2, 3, 4 planches de radis. Ils vont tous avoir la même longueur. Ça arrive des fois que, mettons, on fait des choux-raves. Ben, les choux-raves, là, le monde ne capote pas là-dessus. Là. Fait que, on en fait des demi-planches. Mais on essaie d'avoir une autre culture qui est sensiblement la même chose. Pour notre rotation des cultures aussi, ça fait une différence. Fait que standardiser les longueurs de planches, là, nous autres, on était vraiment chanceux quand on a commencé parce qu'il y a des gens qui avaient de l'expérience qui nous ont aiguillés là-dessus, qui nous ont dit ça, c'est vraiment une bonne façon de procéder, c'est un bon design. Puis, je vous recommande aussi d'adopter cette façon de faire-là. Ça rend plusieurs opérations beaucoup plus efficaces. Fait que nous autres, on a fait ça, on était chanceux. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on avait fait un plan, puis on avait réfléchi à ces éléments-là pendant l'hiver. Donc on avait fait un plan de ferme. C'est quand on a fait ça que là, pour nous, la permaculture, c'est devenu vraiment intéressant parce que, comme je vous disais tantôt, en permaculture, on apprend à regarder la ferme avec les éléments. Comme moi, ce dessin-là, ça me rappelle vraiment les dessins de Bill Mollison que je lisais, où est-ce qu'il m'expliquait les zones. Pourquoi mettre le verger là? Pourquoi le verger est plus loin? Pourquoi tu voudrais mettre ta serre proche de la maison? Parce que tu vas aller visiter la serre 3 fois dans une journée, puis le verger, tu vas aller le visiter une fois par semaine. Le verger, c'est plus efficace s'il est plus loin. Fait qu'il y avait des choses comme ça. Puis on avait pris le temps d'asseoir notre projet. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on a, mettons, 1 hectare en tout. Comment est-ce qu'on va subdiviser chacun des jardins pour que ça soit plus gérable? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé qu'on était pour avoir 10 parcelles. C'est plus facile de gérer 10 parcelles que 180 planches. Okay? Fait qu'on les a comme regroupées. 10 parcelles comme ça. Puis là, on était un peu chanceux quand même, mais le clapier, il était au milieu du terrain. Ça, c'est un gros avantage, parce que ce qui arrive, c'est que, je vous l'ai dit, la récolte, c'est la moitié du travail, donc on est toujours en train de ramener des récoltes, des cultures du champ à l'entrepôt. Puis si, par exemple, l'entrepôt, il avait été, je ne sais pas moi, ici, bien là, quand tu es rendu au jardin en haut, c'est quand même loin. Mais là, le fait que le jardin est au milieu de l'entrepôt, ça veut dire qu'on n'est jamais loin de n'importe quel jardin. Ça, c'est une c'est un gros avantage parce que ça arrive tout le temps que quelqu'un oublie un bac ou un couteau ou a besoin d'aller aux toilettes. Et si à chaque fois tu perds 15-20 minutes, ben, c'est beaucoup 15-20 minutes dans une journée, là, si c'est à chaque jour. Fait, la configuration de la ferme fait en sorte qu'on diminue le temps de déplacement. S'il y en a qui n'ont pas pensé à ça, qui ont mis leur entrepôt à l'autre bout du monde, puis qu'à chaque fois, il faut que tu prennes ton camion ou je ne sais pas quoi, pensez à tout le temps que vous perdez. Puis quand on perd du temps sur une ferme, là, c'est ça qui fait les longues semaines. Parce que les gens ne sont pas efficaces. Fait que nous autres, on avait vraiment ça en tête de bien penser à tout diminuer les pertes de temps du déplacement. Ça, c'est une chose que je vous recommande vraiment de faire aussi. Faites l'analyse de votre site, puis dites-vous, est-ce que je suis efficace de la façon que c'est configuré? Comme par exemple, si l'entrepôt il était ici, ben ça serait peut-être pas une mauvaise idée de mettre une place où j'ai des outils là, au milieu, ou une toilette là, puis une décosse là. Là, nous autres, on a 2 tas de compost, parce que le compost, on l'achemine partout, fait que là, c'est pas ce tas-là, on fait ces jardins-là, ce tas-là, il fait ces jardins-là.
sais, si on avait un tas de compost là, c'est pas logique, là, parce que là, quand on est rendu à les mettre le compost en haut, ben là, on perd beaucoup de temps. On a une ligne d'eau aussi qui fait le tour de tous les jardins pour que chaque jardin puisse être alimenté en eau. Ça, c'est super important. C'est pourquoi qu'on voudrait avoir juste une partie qu'on peut arroser. Ça nous limite dans les rotations qu'on peut faire. On voulait avoir une uniformité. Puis la ligne d'eau, elle va dans un étang qui est creusé dans le bois. Puis même si c'était, je ne sais pas moi, 200 mètres de distance, on a passé une ligne électrique qui a coûté super cher pour pouvoir ouvrir la pompe à partir de l'entrepôt. L'alternative à ça, ça aurait été d'avoir une pompe à essence. D'autres, on dit une pompe au gaz chez nous. Puis là, il aurait fallu qu'à chaque fois que je veux l'ouvrir, il faut que je descende 200 mètres, l'ouvrir, là je reviens. Là, je me rends compte que oups, ça n'a pas marché, la ligne est en train de cracher de l'eau partout. Je retourne la fermer 200 mètres plus loin. Là, je retourne pour aller réparer ma ligne d'eau. Là, je retourne pour aller repartir ma pompe. Là, je reviens. Là, ça marche, là, c'est bien. Et là, j'ai fait 4 fois 200 mètres. Je viens de perdre, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, juste pour partir ma pompe. Fait que non, j'ai passé un fil électrique. Puis là, je suis capable de l'ouvrir à partir de l'entrepôt. S'il y a un problème, je la ferme. Je m'en vais arranger mes lignes d'eau. Je la rallume comme ça. C'est le genre de soucis que moi, je constate souvent sur d'autres fermes que les gens n'ont pas pensé à ça. C'est important. Parce que quand tu perds du temps, quand tu n'es pas efficace, c'est quoi le résultat? C'est que tu fais des longues semaines. Quand tu fais des longues semaines, tu n'as pas le temps de faire d'autres choses. Ça va? Oui? Est-ce que vous avez des problèmes d'ornières sur les chemins que vous employez très régulièrement? D'ornières? D'ornières, de chemin qui se dégrade à force de passer dans la terre et de s'embourber avec les charrettes ou pas, de glisser. Bien, on marche. On n'a pas de tracteur. Non, je sais, mais bon, ça c'est peut-être... Moi j'ai clairement ça, mais bon, c'est parce que nous on travaille aussi toute l'année. Donc c'est peut-être ça la différence. Ben, quand tu marches toujours dans l'allée, à un moment donné, ça devient un sentier. Ben oui, mais quand c'est mouillé, même sans tracteur, à un moment ça devient de la boue. Et... Ouais, ben c'est justement, on circule dans ça, puis toi tu cales quand tu te promènes dans tes allées? Non, on glisse. Ouais, ben moi aussi je glisse, ça colle après mes bottes. Non, mais enfin, voilà, c'est pour ça, enfin voilà, vous restez avec de la terre et de l'herbe, vous n'avez pas empiré ou... Non. Parce que, enfin, moi j'ai clairement ça, quoi, c'est... Mais toi, tu fonctionnes avec un tracteur? Non. Puis tu restes embourbé. Mais, non, pas embourbé, mais disons que c'est moins motivant de pousser la charrette l'hiver que quand il fait Ah, mais c'est sûr que quand t'es dans la glisse, boue, il faut être à deux pour la pousser. Ouais. En fait, ta question, c'est est-ce que j'ai quelque chose pour me prémunir contre ça? Oui, Ouais. Est-ce que c'est un problème? Parce que Ouais. nous, c'est vraiment un problème au printemps et durant l'hiver, hein, c'est pas durant l'été, donc peut-être que vous n'avez pas ça. Donc l'alternative à ça, ça serait, mettons, de mettre les allées en gazon. Ben, à la base, c'est du gazon. Ouais. À la fin, C'est pour l'image, il y a que le gazon. Ouais, c'est bien. et du DRF. Ouais, ben la boîte, nous on dit la boîte chez nous, là, Ouais. ça fait partie du projet. C'est sûr que des fois c'est mal commode, mais il y a des bonnes raisons pourquoi nous on n'a pas mis nos allées en gazon. C'est surtout parce qu'on veut utiliser la terre pour enfouir les couvertures flottantes, les voiles, puis aussi quand on va buter, on veut pouvoir utiliser la terre. Puis l'autre raison, c'est que je trouve ça plus facile de garder ça propre quand c'est de la terre que quand c'est moitié terre, moitié gazon, mauvaise herbe qui pousse dedans. Là, je ne peux plus utiliser mes vignettes sur vous. Fait que, ouais, voilà. Les planches sont orientées dans le sud ou ouest-ouest? L'orientation des planches se fait pour favoriser le drainage naturel de l'eau. Fait que moi, j'ai une légère pente sur le site, ce qui est un gros avantage. Puis, la pente la plus prépondérante est comme ça, donc en descendant. Mais là, après ça, j'ai une autre pente comme ça, puis comme ça. Fait que là, bon, ces jardins-là, eux autres, ils drainent par en bas, puis là, j'ai un fossé qui amène l'eau là. Ceux-là, l'eau s'en va comme ça. Là, ici, c'est pas idéal. Mais des fois, il a fallu que je reconfigure mes affaires pour que ça rentre aussi. Parce que je voulais que tous mes blocs aient la même longueur. C'est tous des blocs de 30 mètres. Fait que là, ici, j'ai été obligé de tricher, de les mettre de l'autre bord. Ce qui n'est pas idéal parce que là, l'eau du chemin, elle s'en vient comme ça, puis là, ça descend comme ça. Fait que là, j'ai fait une grosse rigole ici, qui canalise l'eau, qui la même plus bas. Mais à la base, ce qu'on veut, c'est que l'eau s'évacue. Fait que, tu sais, les pluies diluviennes, là, c'est rendu commun chez nous, là. Ils tombent des ouragans d'eau.
faut que le jardin soit préparé en conséquence. Il faut qu'on fait des tranchées de canalisation. Oui? Tu as dit que les bancs font 30 mètres. Mais moi, j'en vois 5 qui vont 30 mètres, je crois, et les autres, ils font combien? Donc, tous les jardins, ils font... L'image, elle est déformée, en fait. Elle est carrée, mais en fait, normalement, c'est un rectangle. Ouais, regarde, c'est 30 mètres comme ça, dans le centre des planches. Alors, il va falloir parler à l'illustratrice si c'est là. Si L'autre chose qui est intéressante sur ce plan-là, c'est que l'entrepôt et la maison sont ensemble. Puis tout est dans l'entrepôt. Donc les outils, la salle de conditionnement, la chambre froide. Donc, ça fait c'est un bâtiment multifonctionnel. Puis un des avantages de ça, c'est qu'il y a juste une entrée, il y a juste une entrée électrique, il y a juste une entrée d'eau. Je ne dédouble pas toutes ces affaires-là pour chacun des bâtiments. Ça coûte cher les bâtiments. Fait que ça, c'est quelque chose à penser aussi. Puis j'ai des amis, moi, qui ont démarré des nouvelles fermes avec beaucoup d'expérience. Puis là, les bâtiments qui se font, là, c'est wow! C'est vraiment incroyable. Tu sais, des bâtiments faits exprès pour du maraîchage diversifié, avec des cuisines commerciales, avec des logements pour les employés, avec des super frigos bien pensés, tout ça. C'est à ce moment-là que ça vaut la peine d'aller visiter des fermiers et d'aller voir c'est quoi leur installation, comment ils ont arrangé leurs choses. Même si c'est des grosses fermes, des fois, ils ont bien pensé à ces détails-là. Donc, voilà. Ici, tout ce qui est espace, chemin, entrepôt, tout ce qui n'est pas du légume, c'est pas 20 hectares, ça quand même. Ça revient à peut-être un petit peu plus qu'un hectare, là, mais pas tant que ça. Là, la ferme fait 4 hectares, puis c'est 3 quarts en boisé. Je ne l'ai jamais mesuré là, en tant que tel. Est-ce que tu comptes faire à un moment donné une rotation, utiliser tout ça et utiliser une partie du bois et essayer de faire une rotation? Non, je vais couper le bois pour faire des légumes. Là. Ça, c'est. Non, mais c'est une bonne question. Les gens me la posent. On ne fera pas ça. Je ne l'ai pas dit, mais les jardins d'Agrelinette, l'affaire avec notre ferme, pourquoi est-ce qu'on s'est développé de la façon, c'est qu'on est limité à l'espace. Le voisin à droite ne peut pas me vendre, le voisin à gauche non plus, puis je ne vais pas couper le bois. Fait qu'on est limité à ça depuis le début. Puis on a de la demande, Fait que là, ça a été de dire comment est-ce qu'on va grossir la ferme. Mais on a décidé d'intensifier et d'optimiser. À chaque année, on optimise. On rend les choses plus performantes. Puis on réussit à produire plus, toujours sur la même surface. Donc, le cadre qu'on a eu, c'est ça qui nous a poussé à s'améliorer. Le réflexe en maraîchage, c'est toujours la même chose. Quand tu veux en faire plus, quand tu as de la demande, tu vas en faire plus, tu vas ouvrir un autre champ, tu vas en faire plus loin. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu t'éparpilles. C'est-tu un mot qu'on utilise? Tu t'éparpilles, puis là, tu perds le contrôle de tes affaires parce que tout est loin. Quand que tu fais du maraîchage comme chez nous, là, ça a l'air grand, mais c'est pas grand. On fait le tour rapidement. Je pense que faire le tour de mes jardins, ça prend 15 minutes. Fait que moi, le matin, je me lève avec mon café, je fais le tour de mes jardins, je vois tout ce qui se passe à chaque jour. Je peux me faire un bon plan de match, écrire tout ce que j'ai à faire dans ma journée, mes observations. Puis le site est sous contrôle. C'est ça qu'il faut. Puis je trouve que quand tu prends beaucoup de place, plus tu t'éloignes, moins c'est facile de garder le contrôle. C'est dur à décrire, là, mais c'est une observation que je fais. L'autre chose, c'est que la raison pourquoi ça a été configuré comme ça, c'est qu'on a fait notre rotation des cultures. Avant même d'avoir donné le premier coup de pelle à la ferme, on s'était assis, on s'était dit, OK, on peut faire une rotation des cultures, oui, puis elle va ressembler à quoi? Donc là, on avait listé toutes les prémices qu'on voulait respecter. 4 années en 2 cultures de crucifères, 4 années en des solénacées. On voulait aussi avoir une rotation parce qu'il y avait des légumes exigeants qui étaient suivis par des légumes moins exigeants. On voulait fertiliser juste une année sur 2 avec du compost. On avait plein de prémices. Tout ça, c'est expliqué, je pense, quand même bien dans le jardin maraîcher. Puis quand on faisait l'exercice de tout voir comment tout ça c'était pour s'emboîter, on travaillait vraiment avec des fiches comme ça. Puis là, on plaçait les fiches, on travaillait avec des boîtes pour
comprendre, conceptualiser la rotation, on en est venu à avoir 10 boîtes qui tournaient dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on en est venu à dire qu'il va y avoir 10 jardins qui sont finalement les mêmes boîtes que pour la rotation. Fait qu'on est parti de la rotation pour arriver à déterminer comment la ferme serait configurée. Puis notre rotation est intéressante parce qu'elle est complexe, mais en même temps, elle est vraiment facile à suivre. On sait qu'il va y avoir les 16 planches en solénacées qui sont là cette année-là, l'année prochaine, ils vont être ici. Puis ils vont être succédés par un autre bloc que c'est des verdures et des racines qui suivent, qui vont aller là. Puis le compost est toujours sur les familles avec les légumes exigeants. Fait que je pense que la rotation, quelqu'un d'autre peut s'inspirer de la nôtre pour voir pourquoi on a fait les choses d'une façon, mais c'est pas de la copier nécessairement. Mais c'est d'essayer de faire quelque chose de simple à suivre. On est parti d'une complexité, puis on l'a réduit à quelque chose qui est quand même simple. L'alternative, c'est de gérer 180 planches en culture, que là, tu te dis, ah, cette année, il va y avoir ça là, l'année prochaine, il va y avoir ça peut devenir vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on a regroupé ça par bloc. Ça fait les familles botaniques et ou les cultures de même exigence nutritive. Ceux-là, solénacées, les racines verdure. Les blocs servent à ça, puis après ça, les blocs se transforment en la façon que la rotation opère dans nos jardins. Fait qu'il y a une standardisation pour plein de bonnes raisons, mais aussi pour accommoder la rotation. Oui? J'ai une question. Est-ce que vous suivez les associations de légumes dans l'agriculture? La rotation, ta question c'était les associations. Ben, si tu vois, notre rotation est ici, et on l'a bâti comme ça, avec cette idée-là de regrouper les familles botaniques ensemble. Donc, si tu pars avec l'idée que tu regroupes les familles botaniques, bien là, il faut que tu ailles avec les mêmes familles à l'intérieur de ta... Si tu mets des radis avec des brocolis, ça peut marcher. Mais si tu veux mettre des radis avec des tomates, là, oups, tu n'es plus dans la même famille botanique. Fait c'est un peu parce que notre rotation a été pensée comme ça que non, on n'en fait pas d'association dans les jardins. Puis vous allez voir tantôt, quand on fait la planification des cultures, c'est vraiment serré. Tout est bien calculé. Fait que là, quand tu rajoutes une autre culture à l'intérieur d'une culture, ça rajoute un élément de complexité. Moi, je pense que c'est des bonnes idées, mais il faut voir ça avec comment pallier avec la rotation. Puis la rotation, j'en ai pas parlé, mais on s'entend que c'est une bonne idée d'en faire une. Même si ce n'est pas ce qu'on voit dans les paysages, c'est ridicule, l'agriculture conventionnelle n'a fait plus aucune rotation. Mais je pense qu'à long terme, les bénéfices que tu vas avoir en avoir une rotation valent la peine. Tu vas diminuer ta pression d'insectes, ta pression de mauvaises herbes, tu risques d'avoir un sol qui est beaucoup plus fertile parce qu'il n'est pas toujours miné par les mêmes légumes. Donc ça, c'est des éléments qualitatifs que à long terme, ça va porter fruit. À court terme, par exemple, une rotation des cultures, je ne vois pas que ça va vous aider. Quelqu'un qui démarre un projet, là, moi, ce que je leur dis toujours, c'est laisse faire la rotation. Plante n'importe quoi, n'importe où. Parce que si tu essaies de complexifier ton affaire, puis là, tu es tout mélangé, tu te dis, ah là, je vais mettre une affaire là, puis je ne le mettrai pas là. Puis dans 2 ans, tu as tout changé ton système de production de toute façon, puis tu ne respecteras pas ta rotation. Ça ne donne envie d'en faire une. Une rotation, il faut que ça soit respecté. T'sais, si moi je décide que j'ai 16 planches de solénacées, puis ça va me prendre 10 ans avant que ça revienne, ben, si l'année d'après je triche, puis j'en mets là, puis j'en mets là, puis j'en mets là, ben, je ne respecte plus la rotation, ça me donne envie d'en faire une. Nous autres, quand on a fait notre plan, on savait déjà où est-ce qu'on s'en allait, on savait qu'on n'était pas pour doubler nos ventes, notre production. Donc, on a pu faire de quoi qu'on respecte depuis ce temps-là. Et une des contraintes de notre rotation, c'est quoi? C'est que là, par exemple, on a décidé qu'on avait 16 planches de solénacées. C'est pas le plus, Puis, c'est ça. Il faut que notre production cadre là-dedans. Donc, on s'est encore donné un autre cadre restrictif, mais en même temps, c'est à cause qu'on a ce cadre-là qu'on est capable de la suivre, la rotation. Oui? Comment se passent les rotations au sein de l'année? Parce que tu dis que vous faites quand même vite
2 à 3 rotations par an, enfin 2 à 3 cultures par an sur le même espace. Donc c'est quoi? C'est dans la même, c'est toujours la même famille sur la même famille durant la Tu vois ici, dans ces blocs-là, oui. c'est une alternance entre des racines et des verdures. Donc je vais avoir des radis. Oui. Quand les radis sont récoltés, je vais planter des salades. Oui. Où est-ce qu'il y avait du mesclun, je vais mettre des carottes après. Puis les familles de légumes exigeantes, je ne mets pas de succession. C'est un engrais vert avant ou après. Donc, c'est une façon de faire aléatoire, ça. Je pense que l'important, si quelqu'un s'intéresse à ce qu'on a fait, c'est pas de dupliquer, mais c'est d'essayer de comprendre les logiques qui sous-entendent comment est-ce qu'on a fait la chose. Et s'il y a un message que moi je pense qui est important à comprendre, c'est que tout le design et le planning, on l'a fait avant même d'avoir donné le premier coup de pelle. Ça vaut la peine. Dans ton cas, le brocoli, par exemple, allez, pour un brocoli primeur, après ça, tu ne mets plus rien? Bon. On avait deux familles. On avait les crucifères et on avait les cucurbitacées. Ça, c'est deux familles de légumes exigeants. Mais là, on savait qu'on voulait faire des brocolis primeurs et des brocolis tardifs. Oui, c'est ça. Fait que là, c'était soit qu'on avait un bloc qu'on séparait en deux, puis qu'on faisait les primeurs, mais là, on s'est dit à la place, on va regrouper les cucurbitacées puis les crucifères. Ça va être le bloc primeur pour les deux. Puis ce bloc-là va être le bloc tardif. Fait qu'il y en a un des deux qui est toujours primeur. D'accord. Ce qui est bien là-dedans, c'est que ça, c'est les jardins les plus chauds. En haut. Fait que je suis pas mal sûr qu'il y en a toujours un là, qui est proche d'être en haut, des deux. Ça, c'était une autre affaire qu'on avait considérée. Et tu ne vas pas faire du brocoli et puis replanter du brocoli après? Non, il va y avoir des brocolis ici avec des courgettes. Fait que le bloc va être séparé en deux. Après ça, il va y avoir un engrais vert pour le reste de l'année. Puis ici, il va y avoir un engrais vert au printemps. Puis en été, là, je vais venir faire mon autre semence. Fait que c'est comme ça qu'on l'a imaginé la rotation. C'est la même chose avec les verdures racines. Ça, c'est les légumes les plus payants pour nous. On en fait beaucoup. On a toujours au moins 2 blocs dans les 4 blocs les plus chauds. Comme ça, au printemps, je suis sûr de pouvoir faire des bonnes primeurs. Et dans la serre, il y a le même type de rotation? Dans la serre, il n'y a pas de rotation. C'est tomate, 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 tomate. On va regarder ça tantôt. Dans les tunnels, c'est du concombre qui alterne. On greffe nos plants, puis on n'a pas de maladie de ça. Il y a des verdures aussi en tunnel. Il y a des verdures, mais les verdures, la raison pourquoi on les a regroupées ensemble, c'est que dans une rotation, les verdures, c'est moins important parce que c'est souvent des légumes qui durent moins longtemps. Et les salades, c'est 40 jours. Donc en 40 jours, tu n'as pas le temps d'avoir des infestations parasitaires. Puis c'est des légumes qui vont moins tendance à tirer du jus dans le sol. Tandis que quand tu fais des brocolis, avec le gros feuillage que ça fait, ça dure longtemps dans le champ, c'est ceux-là qu'il faut que tu vois avoir une rotation. C'est 4 ans entre 2 cultures de brocolis, par exemple. Mais pour des laitues, c'est moins important. Tu sais, je connais des gens qui plantent laitues souvent ensemble, puis tu vas moins voir le problème, mis à part du mildiou, et ça peut devenir un problème. Fait qu'on prend une pause, c'est une bonne idée. Ouais. Puis on continue dans. On prend une pause de 10, c'est correct? 10 minutes?